Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour ce point avec la presse sur certaines des affaires les plus sensibles que nos juridictions ont à traiter aujourd'hui, dont la première que j'aborderai est suivie, comme cela a été révélé par nos confrères du Monde, et ordonnée directement par le commandement militaire de l'Élysée et le directeur de cabinet de l'Élysée, M. Patrick Faure. Il s'agit, vous l'aurez compris, de l'affaire qui oppose Brigitte Macron à 11 citoyens français, dont 10 ont fait l'objet de mesures de contrainte à sa demande, placés en garde à vue, arrêtés pour certains aux aurores, et poursuivis pour avoir commis 2 types de faits dont elle s'estime victime. Le premier, avoir ironisé sur son identité, et notamment sur son identité sexuelle, ou avoir interrogé celle-ci. Et le deuxième, avoir interrogé notamment l'âge de la rencontre entre Mme Macron et le président de la République, dont il a été découvert un peu tardivement qu'elle était intervenue alors qu'ils étaient âgés respectivement de 14 et 39 ans, ce qui pourrait tomber sous le coup de la loi. Je représente à cette procédure, avec d'estimables confrères, 3 des personnes qui sont poursuivies. M. Pourson-Atlan, M. Djordjevic et M. Buckingham. Ces 3 personnes le sont pour des raisons différentes et ont fait l'objet d'un traitement particulièrement étonnant de la part du parquet de Paris, qui, au titre de sa compétence nationale, a dirigé les procédures des visants. Certains ont été privés de liberté sur des gardes à vue qui ont été prolongées au-delà des 24 heures normalement applicables. Je tiens à rappeler qu'en France, pour commencer, une exception républicaine, depuis 1881, faisait qu'il n'y avait pas de contrainte de corps qui s'appliquait aux personnes qui étaient considérées comme responsables de ce que l'on appelle des délits de presse, donc du fait de leurs écrits. C'est en réaction évidemment aux lettres de cachet qui étaient utilisées sous l'Ancien Régime et qui permettaient, sur demande de l'autorité politique d'alors, de priver de leur liberté des citoyens qui avaient commis le tort de critiquer ou de railler les plus puissants de l'époque. Nous avons été préservés pendant plus d'un siècle d'excès et d'abus de pouvoir de la part de nos dirigeants. Et ces dispositions ont été contournées à l'initiative de M. et de Mme Macron et de la ministre d'alors, Marlène Schiappa, par l'adoption d'une loi sur le cyberharcèlement, qui permet pour la première fois de condamner à des peines de prison ferme effectivables des citoyens du simple fait de leurs écrits. Loi qui a été adoptée, comme beaucoup ces derniers temps, sous le coup de l'émotion, pour prétendre protéger les plus vulnérables de la société, notamment des adolescents qui feraient l'objet de harcèlement, loi qui n'est systématiquement utilisée par le parquet de Paris, qui a compétence nationale sur ces questions, et en particulier sa section AC2, chargée des libertés publiques et de la presse, pour protéger des personnes qui sont proches du pouvoir, et en l'occurrence, Mme Macron. Dans ces circonstances, Mme Macron a demandé et obtenu, avec l'appui institutionnel de l'Élysée, et alors que l'Élysée avait prétendu qu'il ne s'impliquerait d'aucune façon dans ces procédures, a obtenu l'arrestation, parfois aux aurores, de 10 citoyens français qui ont été choisis au hasard pour faire exemple. Pour faire exemple et empêcher qu'un libre débat s'organise autour des questions dont il était sujet. En l'occurrence, nous nous retrouvons dans une situation très complexe qui va me permettre de revenir un peu sur les polémiques récentes qui ont eu lieu à l'égard de l'indépendance de la justice et sa capacité à exercer en dehors de toute pression politique. Nous avons entendu des cris d'orfraie de la part des magistrats prétendant que c'était scandaleux que l'on remette en cause la supposée indépendance qui était la leur. La réalité est qu'aujourd'hui, la personne qui a mis en œuvre ces poursuites à la demande de l'Élysée, qui était alors exerçant au sein de cette section AC2, a été promu à la tête de cette section. De la même façon que la procureure précédente qui était à la tête de cette section et qui avait déjà mené des procédures sur demande de l'Élysée a été aujourd'hui promue contre toute normes concernant l'avancement classique des magistrats à la tête d'un tribunal, en l'occurrence du tribunal de Fort-de-France. Ce sont des personnes qui exercent directement, sur instruction, à la demande et pour complaire à l'Élysée, et qui sont pour cela prêts à commettre des forfaitures, en l'occurrence des privations arbitraires de liberté, pour des raisons qui sont parfaitement futiles. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la gravité de la situation. M. Djordjevic, qui a été poursuivi, qui a été choisi au hasard, en prenant appui notamment sur la question, l'instrument qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle Pharos, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une plateforme de dénonciation en ligne de propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Cette plateforme est utilisée par les parquets et par
les forces de l'ordre pour cibler et identifier des personnes à la demande des autorités sans avoir à surveiller en permanence l'ensemble du réseau. Et donc il s'appuie sur une tendance qui peut être très française à la délation pour, prenant appui sur des dénonciations anonymes, aller chercher des personnes qui pourraient être considérées comme responsables ou coupables de crimes ou de délits de presse et, a fortiori, le cas échéant, de crimes de droit ou de délits de droit commun comme ceux qui tombent sous la loi contre le cyberharcèlement. C'est ainsi qu'ont procédé le parquet et les forces de l'ordre qui voulaient un procès exemplaire, qui fasse symbole et qui fasse œuvre d'intimidation les 27 et 28 octobre prochains. M. Djordjevic, identifié de ce fait, pour avoir considéré que la relation entre M. et Mme Macron pouvait tomber sous le coup de la loi, ce qui est une question qui se pose sérieusement, a fait l'objet d'une tentative de placement en garde à vue, avec l'arrivée des policiers et des gendarmes à son domicile, sur demande du parquet de Paris. Lorsque ceux-ci ont découvert que M. Djordjevic était handicapé à plus de 80%, n'était pas sorti depuis des années de son domicile, ils en ont évidemment, naturellement, informé le parquet pour comprendre quelle était la suite à donner et en réalité, lorsque l'on lit le dossier, en sous-texte, indiquer qu'il serait bon que l'on abandonne les poursuites qui avaient été mises en œuvre à l'encontre de cet individu, quitte à en trouver un autre si le parquet de Paris souhaitait absolument se donner en spectacle. Eh bien, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la parquetière en charge de cette procédure a quand même donné instruction d'entendre en audition libre, afin de le faire poursuivre, M. Djordjevic, qui sera donc jugé les 27 et 28 octobre, alors qu'il ne pourra pas se déplacer à son jugement parce qu'il est handicapé à 80%, qu'il n'a pour seule ressource la location d'aide aux handicapés et qu'il n'a évidemment commis aucun crime ou délit. Ce sont des personnes sans casier judiciaire qui ont eu le tort de commenter une intimité que le couple Macron a mis en scène et a mis sur le devant de l'espace public et a transformé en arme politique au cours de l'ascension de M. Macron à partir de 2016 dans la presse people, avec l'aide de trafiquants d'informations comme Yves Marchand, multicondamnés pénalement pour avoir agi de la sorte, avec l'aide d'oligarques propriétaires de médias comme Xavier Niel, propriétaire d'une grande partie des médias français, évidemment avec l'appui de Bernard Arnault, de personnes extraordinairement riches qui ont accepté de mettre à leur disposition les instruments qu'ils avaient au sein des médias français pour promouvoir une relation intime à l'initiative du couple Macron, notamment à travers des fausses paparazzades dans lesquelles étaient romancées les conditions de leur rencontre, dans lesquelles il était notamment prétendu qu'ils se seraient rencontrés alors que M. Macron était âgé de 16 ou 17 ans et Mme Macron de 34, 35 ans. De sorte qu'en ces circonstances, lorsqu'il a été découvert que ce n'était pas tout à fait ça, lorsqu'il a été découvert qu'en réalité il y avait eu mensonge, lorsqu'il a été découvert que Mme Macron avait un ascendant sur M. Macron, lorsqu'il a été découvert que M. Macron était mineur au sens de la loi sur la minorité sexuelle et non pas seulement mineur en termes de droits civiques, des citoyens ont commencé à s'interroger, non seulement sur le pourquoi du mensonge, mais pourquoi ce mensonge n'avait pas été traité par la presse. Et c'est ce qui a donné lieu à ces initiatives de la part de citoyens qui ont fait l'objet de poursuites dont je rappelle qu'elles ont été abandonnés et annulés par la Cour d'appel de Paris en diffamation, qui ont décidé d'eux-mêmes d'enquêter, alors qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens et la formation, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait eu ce mensonge. Et si l'on souhaite trouver l'origine de la rumeur sur l'identité sexuelle de Mme Macron et sur les différents épisodes qui ont accompagné depuis cette affaire, il faut la chercher dans ce mensonge original et non comme le fait l'Élysée aujourd'hui dans une sorte de fantasmatique propre des régimes paranoïaques et autoritaires, dans des supposées ingérences étrangères et dans la nécessité, en conséquence, de faire arrêter des citoyens lambda pour tenter d'arrêter la rumeur. L'explication qui, si Mme Brigitte Macron, comme elle l'a annoncé, se présentera à son procès le 27 et 28 octobre, devra être donnée sur les circonstances de cette rencontre, parce qu'elle aura à s'expliquer publiquement, elle aura à répondre aux questions de la défense, parce qu'il y aura le devenir pénal et la liberté de citoyen qui sera en jeu. Et à ce moment-là, Mme Macron ne pourra pas se dérober. Cette question-là risque d'être particulièrement difficile à supporter pour le pouvoir en place, parce qu'encore une fois, c'est lui et lui seul qui a décidé de le mettre en scène et de le déployer dans l'espace public, et qu'en conséquence, il ne peut pas se prévaloir d'une supposée atteinte à l'intimité, d'une atteinte à la dignité, et a fortiori d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, qui est un délit qui peut être sanctionné
de ce fait. Dans ces circonstances-là, moi je demande solennellement à Mme Macron de renoncer à se présenter à ce procès, de renoncer, de donner la France en spectacle et de dégrader encore un peu plus, non seulement la fonction de son mari, mais également de façon générale la stature de notre pays à l'égard de l'international, qu'elle renonce à devoir se faire interroger sur des questions qui relèvent de son intimité, qu'elle n'aurait jamais dû mettre sur le devant de la scène et dans l'espace public, et qu'elle ne nous force pas à transformer ce procès en son procès. C'est une question qui m'apparaît fondamentale et sur laquelle, par ailleurs, j'accepterai de répondre à d'autres questions, y compris sur l'articulation qui a tenté d'être mise en place par le parquet de Paris, qui au départ avait pour théorie que tout cela serait la responsabilité d'un homme qui pourtant ne faisait que tenir un conte satirique, à savoir M. Poisson-Atlan, dit Zoé Sagan, et qui aujourd'hui se retrouve privé de sa garde à vue pour avoir fait de la satire, privé de sa liberté pendant 48 heures et désormais menacé de privation de liberté pendant 2 ans pour avoir fait de la satire sur des personnalités puissantes qui avaient d'elles-mêmes mis leur intimité dans l'espace public. Premier point qui m'apparaît important de traiter. La question de l'intervention du commandement militaire et de la direction de cabinet de l'Élysée dans cette affaire m'apparaît grave. Tout d'abord parce qu'elle démontre le mensonge de la part de l'Élysée lorsqu'il prétend qu'il ne serait pas intervenu dans cette affaire alors que le monde a démontré qu'il n'en est rien. Et elle est grave aussi parce qu'elle n'apparaît pas au dossier de la procédure pénale, malgré les révélations du monde. De sorte que nous nous trouvons dans une situation où des instructions ont été très probablement émises de la part de l'Élysée à l'égard de procureurs censément agir de façon indépendante et sans pression de la part du pouvoir politique, et que nous n'avons aucune possibilité, en tant que défenseurs, de discuter de cette question et d'essayer d'interroger les tenants et aboutissants de cette instrumentalisation de la justice dont auront à juger les juges de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire. Voilà sur ce premier point qu'il m'apparaît important, parce que la question que j'aurais à poser à Mme Macron, d'une part sur la vérité ou la fausseté des allégations qui sont portées à son encontre, d'autre part sur l'instrumentalisation des moyens de l'Élysée, dont je rappelle quand même qu'ils ont fait convoquer des policiers pour que la plainte de Mme Macron soit recueillie au sein de notre palais, qui est le palais présidentiel. Mme Macron n'a pas même daigné se déplacer au sein d'un commissariat ou de la direction de la police judiciaire afin d'agir comme tout justiciable. Il est impossible de prétendre en ces circonstances que cette procédure n'appartiendrait pas à l'ordre de l'exceptionnel. Il est impossible de prétendre que des policiers convoqués à l'Élysée pour recueillir les paroles de Mme Macron aient pu agir en indépendance dans cette procédure, alors que leur carrière est directement affectée par la façon dont sera menée cette procédure. Il faut avoir à l'esprit ces faits particulièrement graves et cette dérive qu'encore une fois, je considère comme particulièrement dangereuse et autoritaire. Sur le deuxième point de cette conférence, évidemment, je répondrai aux questions qui pourront m'être posées à ce sujet, y compris en anglais, si vous le souhaitez. Je souhaitais aborder une deuxième question, un deuxième dossier particulièrement sensible qui m'apparaît important de traiter avec vous. Il y a une affaire qui n'a peut-être pas bénéficié de la couverture médiatique en France, dont elle bénéficie à l'étranger, et qui est pourtant cardinale, qui est l'affaire dite Shiny Hunters. Le groupe Shiny Hunters est un groupe de hackers dont il est allégué qu'il aurait pénétré les défenses et piraté les plus puissantes institutions internationales, à commencer par les plus grandes entreprises à l'échelle mondiale. On parle ici de dizaines et de dizaines d'entreprises, dont Google, dont Air France, dont Free, dont Bouygues, dont Kering, dont LVMH, qui auraient fait l'objet de piratages divers, qui auraient notamment amené à l'extraction de données sensibles concernant leurs clients et qui font l'objet, évidemment, dans un deuxième temps, d'escroqueries lorsque ces bases de données se font revendre. Cette affaire a mobilisé les forces de l'ordre du monde entier, et notamment le FBI. Le FBI qui en a fait sa première priorité en termes de cybercriminalité et qui considère qu'il s'agit d'une affaire d'ordre public majeure. L'affaire dite Shiny Hunters a amené à l'arrestation d'au moins 6 personnes en France. 6 personnes qui sont considérées comme étant les principaux responsables et les principaux dirigeants de ce groupe de hackers qui seraient, selon l'accusation, en train de semer la terreur dans le monde entier. Je tiens à vous parler de cette affaire pour plusieurs raisons. Je représente évidemment des personnes impliquées à cette procédure qui sont aujourd'hui en détention provisoire. Ce sont des Français qui sont jeunes, dont la première caractéristique commune est qu'ils souffrent d'un trouble neuropsychique grave.
ils sont, pour certains d'entre eux, et en particulier pour ceux que je représente, diagnostiqués d'un syndrome d'autisme avéré et particulièrement marquant. Je vous donne un exemple. L'un d'entre eux, avant son arrestation, dormait depuis 6 mois par terre, sans matelas, sans possibilité d'obtenir un quelconque confort, dans des conditions matérielles particulièrement difficiles, parce qu'il est non seulement incapable de se prendre en charge, mais évidemment d'avoir conscience des actes qu'il commet. Cet homme est aujourd'hui en détention à Fleury-Mérogis avec plusieurs détenus dans la même chambre, alors qu'il est évident, au titre des conventions internationales, qu'il ne peut pas faire l'objet de mesures de contrainte et qu'il doit faire l'objet d'un traitement médical par rapport à une pathologie qui est lourde. Plusieurs de ces personnes sont aujourd'hui dans ces situations. Ces personnes-là, ce sont des enfants qui, devenus adultes, ont appris à se socialiser, à utiliser les instruments du hacking pour créer des liens qu'ils n'arrivaient pas à créer dans la vie réelle. Ce sont des personnes qui, pour certaines, n'étaient pas sorties de leur chambre depuis près de 10 ans, qui n'ont à aucun moment eu une intention de tirer profit des actes qu'ils commettaient, qui ont parfois pu mobiliser des instruments qui leur auraient permis de gagner des millions, voire des dizaines de millions d'euros, et qui continuaient de vivre dans des conditions particulièrement précaires, parce qu'ils cherchaient à socialiser, parce qu'ils cherchaient à sortir de la violence qu'ils subissaient, parce qu'ils n'avaient pas été pris en charge par l'État. Et c'est cela que je souhaite souligner. L'État en France est particulièrement défaillant dans tout ce qui a trait aux personnes vulnérables, qu'il s'agisse évidemment de violences sexuelles, qu'il s'agisse évidemment de violences contre les personnes handicapées. On le voit avec l'insensibilité parfaite de cette procureure qui a décidé de faire citer au jugement un handicapé grave, y compris en le privant de moyens de défense, dans le simple but de faire avancer sa carrière, et évidemment dans des circonstances similaires, et en particulier pour les troubles neuropsychiques. Ces personnes qui auraient dû faire l'objet d'un traitement du fait de dépistage d'il y a plusieurs années, qui, une fois considérés comme autistes, très souvent avant que la procédure soit entamée à leur égard, une fois placés en garde à vue pendant 96 heures, et ensuite envoyés en détention provisoire dans les conditions que l'on sait en France, dont le diagnostic à la fois d'absence de discernement et évidemment de troubles autistiques graves était confirmé, n'ont pourtant pas fait l'objet d'une prise en charge et continuent à être privés de leur liberté alors que leur irresponsabilité pénale sera probablement retenue. Ça, c'est un premier scandale. Le deuxième scandale par rapport à cette affaire, qui n'est quand même pas anodine, c'est que ce sont des personnes qui pourraient être particulièrement utiles à la nation. On parle, et je le sais pour avoir échangé, des personnes les plus brillantes de leur génération en ce qui concerne l'utilisation des instruments informatiques, que ce soit à titre offensif et défensif. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans un état à la dérive, qui est incapable face à des personnalités particulièrement brillantes, exceptionnelles, de tendre la main pour les faire travailler, que ce soit pour les services de renseignement ou des services de police, qui est incapable à un moment donné de s'assurer que, certes, quand bien même ils n'auraient pas été accompagnés médicalement, ils pourraient devenir des instruments au service de notre nation. Et pourquoi l'est-elle ? Parce que le FBI l'a demandé. Et dans cette affaire, il y a une problématique particulièrement grave. C'est-à-dire qu'on prive de leur liberté, on menace de 20 ans de prison des personnes contre lesquelles on n'a pas d'éléments propres, qu'on se contente de recopier de transmissions qui sont faites par le FBI, sans à aucun moment les vérifier, sans à aucun moment avoir la possibilité de s'assurer de l'origine légale et du respect de la procédure telle qu'il a été menée, et l'on se contente de respecter les dictats de cette dite institution au point où nous avons des mémorandums du FBI qui donnent des indications sur la façon de procéder à l'arrestation de ces individus, en indiquant non seulement où ils habitent, mais comment procéder parce qu'ils auraient peut-être telle ou telle dangerosité, et en indiquant à quel délai il faudrait y procéder. Et la justice française et les forces de l'ordre françaises exécutent. Et lorsque nous nous retrouvons à tenter de faire appel, à tenter de saisir des juges de cette situation qui est particulièrement indécente parce qu'elle prive la défense de moyens de défendre, de protéger ces individus et d'éventuellement relever que certains éléments ont été recueillis par des dispositifs utilisés régulièrement par les États-Unis, qui violent le droit européen, les jurisprudences Schrems et ainsi de suite, qui font que, en gros, ils utilisent des outils d'espionnage à travers notamment la loi FISA, qui ne respectent pas les droits individuels, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui permettent une surveillance généralisée et permanente des populations étrangères, pour ensuite enclencher des procédures judiciaires sans que l'on puisse assurer que ces éléments sont vrais. Ces individus, aujourd'hui, sont exposés à un déni de droit qui m'apparaît scandaleux et qu'il convient de dénoncer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Lorsque 4 des citoyens français sont arrêtés donc à la demande sur instruction et en présence du FBI au moment des arrestations, avec la présence d'agents du FBI sur le territoire français, un communiqué de presse
double, à la fois du FBI et du parquet de Paris, annoncent glorieusement, après des fuites indécentes alors qu'ils sont encore en garde à vue, qu'ils ont démantelé le groupe Shiny Hunter. Nous sommes fin juin 2025. Les 2 mois suivants vont être une saignée de piratage dirigée par le FBI, par Shiny Hunters, contre des institutions diverses, notamment contre Air France, notamment contre des entités françaises. Des éléments vont être révélés dans l'espace public démontrant que des échanges entre les entreprises supposément victimes comme Kering et Shiny Hunters continuent à intervenir alors que les Français sont en détention provisoire et que donc ils ne peuvent pas être ceux qui ont commis ces piratages, qui ne peuvent pas être ceux qui sont en train de continuer à s'attaquer du Vietnam aux États-Unis, la quasi-totalité des grandes entreprises mondiales, avec succès et quelque part, je pourrais dire, avec un certain talent, puisque sans qu'à aucun moment les autorités judiciaires n'arrivent à les freiner et les autorités de police. Eh bien, malgré l'évidence que le FBI et les autorités judiciaires françaises se sont à minima trompées sur l'estimation et sur leurs proclamations glorieuses selon lesquelles ils auraient obtenu l'arrestation des principaux responsables de ces actes de piratage. La justice ne bouge pas, car tant que Washington n'a pas dit qu'il fallait bouger, on ne bouge pas. Et on continue à priver de leur liberté ces individus. Aujourd'hui, et encore il y a quelques jours, nous avons eu droit à des fuites de données massives, notamment de Qantas, qui démontraient que les personnes derrière Shiny Hunter sont encore actives, que les personnes qui sont arrêtées aujourd'hui ne sont pas celles qui ont commis des crimes, des délits qui leur sont reprochés à l'égard de LVMH et Kering notamment. Mais il y a derrière LVMH et Kering, c'est-à-dire qu'il y a derrière certains des oligarques les plus puissants de ce pays qui, lorsqu'ils demandent que justice ne soit pas faite, mais que leurs intérêts soient préservés, contre toute évidence, eh bien, on obéit lorsqu'on est au parquet de Paris, on obéit lorsqu'on est une force de l'ordre française. Et cela devrait nous poser question à plusieurs titres, et je serai heureux de répondre à vos questions à cet égard. Je souhaiterais maintenant brièvement, et avant de répondre à vos questions, vous faire part de 3 autres dossiers fondamentaux. Le premier concerne une citoyenne suisse, Nathalie Yomb. Il s'agit de l'une des influenceuses et intellectuelles les plus importantes de ce que l'on appelle être le mouvement panafricaniste. C'est un mouvement qui prône la fin du néocolonialisme et l'indépendance définitive des peuples africains à l'égard de leurs anciennes puissances coloniales. C'est un sujet brûlant et d'actualité parce que nous avons vu, vous avez tous vu ce jour, comment le président, le chef d'État de Madagascar a été exfiltré par la France pour le protéger de la colère populaire qui montait à l'égard d'un pays qui reste dévasté par le sous-développement et par les pratiques néocoloniales que notre pays accompagne. Et nous continuons à agir avec les mêmes réflexes qui ont toujours été les nôtres depuis les supposées indépendances, et cela légitime le combat que cette femme porte ainsi que d'autres. Madame Yomb a été ciblée à la demande de la France par le Conseil européen. Elle a fait l'objet de sanctions sur le motif et au prétexte de la rivalité qui nous oppose aujourd'hui à la Russie, qui l'empêche aujourd'hui de revenir dans son pays, car elle est interdite de survol de l'espace aérien de l'Union européenne, et elle a vu l'ensemble de ses comptes gelés. Ce sont des mesures qui sont prises par les ministres des Affaires étrangères en dehors de tout contrôle juridictionnel préalable, qui sont notamment originellement adoptées pour sanctionner des oligarques, des membres des forces armées russes et des personnes qui pourraient menacer directement les intérêts de l'Union européenne, et qui ont progressivement été étendues à toute une série de catégories de population, y compris désormais des intellectuels. En l'occurrence, Madame Yomb ne se voit reprocher qu'une chose, ses discours critiques et son travail d'investigation journalistique à l'égard de la France-Afrique, avec des révélations qui ont été parfois particulièrement importantes. Et d'autre part, la seule participation à une conférence en 2019, organisée par une ONG qui s'appelait Afrique, et dont il est allégué qu'elle aurait des liens avec feu l'organisation Wagner, conférence à laquelle avaient participé des députés européens ainsi qu'une série d'autres intellectuels, et pour laquelle elle n'a reçu aucune rémunération autre que le défraiement habituel pour la participation à des conférences. Cette conférence a eu lieu à Berlin, sur le territoire de l'Union européenne, et Madame Yomb, je le rappelle, est une citoyenne suisse. Sur ce seul motif, le Conseil européen, de manière unilatérale, a privé Madame Yomb de ses droits les plus fondamentaux, dont son droit au retour et d'aller et venir entre son territoire de nationalité,
la Suisse, la Confédération helvétique et le reste du monde. L'Union européenne, profitant de ce que la Confédération helvétique est enclavée au sein de l'Union européenne, a volontairement pris une mesure qui empêche Mme Yamb de rentrer chez elle. Et elle l'a prise sans contradictoire préalable, sans une quelconque capacité d'apporter des éléments contradictoires au Conseil européen, de l'Union européenne, pardon, alors qu'elle se trouvait à l'étranger. De sorte que Mme Yamb est, depuis fin juin, coincée à l'étranger, sans possibilité, évidemment, d'exercer son métier, de retrouver sa famille, de suivre des traitements médicaux lourds qu'elle a à suivre, sur une décision de type administratif. Cette dérive particulièrement grave des dispositifs de sanctions, qui étaient initialement utilisés pour essayer de protéger l'Union européenne de menaces graves et qui aujourd'hui ciblent des personnes coupables d'avoir des opinions et de les exprimer, doit nous inquiéter sur, encore une fois, l'état de droit actuel dans lequel nous nous trouvons. Les contestations devant le tribunal de l'Union européenne peuvent prendre jusqu'à plus d'1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur simple demande d'un État membre, des autorités politiques peuvent arbitrairement et unilatéralement priver des citoyens de pays étrangers en pleine extraterritorialité, de leurs droits au retour, de droits fondamentaux, de leurs droits d'aller et venir. Et je ne vous surprendrai pas en vous faisant découvrir que cela peut s'appliquer également à des citoyens de l'Union européenne. De sorte que nous sommes en train de créer une terra nullius juridique particulièrement dangereuse qui pourrait demain s'étendre et qui a évidemment pour effet d'intimider l'expression publique de l'ensemble des citoyens. Il y aurait par ailleurs une discussion à avoir sur l'opportunité de ces mesures et l'opportunité d'empêcher le libre débat, y compris dans le cadre de personnes qui ont des échanges avec les autorités russes, qui, à mon avis, est plutôt de nature à essayer ou à permettre d'éviter les spirales guerrières auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, mais il ne m'appartient pas, en tant qu'avocat ce jour de cette personne, de le faire savoir. Lorsque j'ai découvert que le tribunal de l'Union européenne que nous avons saisi a attribué cette affaire à la 7e chambre, qui est composée d'un juge français, d'un juge francophone et d'un juge qui était formé en France, c'est-à-dire de façon à s'assurer que le résultat soit décidé avant même qu'il y ait pu tenir une audience. Chambre qui s'est précipitée pour refuser de juger en procédure accélérée cette affaire, prenant sa décision en quelques jours, pour s'assurer que les effets de cette décision se prolongent bien au-delà du temps raisonnable et sans que Mme Yamb ait pu faire valoir son opinion. J'ai eu à m'inquiéter doublement et à me sentir particulièrement en colère à l'égard d'un continent qui ne respecte plus les principes qu'il professe et dont on se demande de plus en plus ce qui le distingue des régimes auxquels il prétend s'opposer. Et donc je tenais à vous faire savoir ces éléments, vous faire savoir qu'évidemment nous avons exercé nos droits de recours et que Mme Yamb se trouve encore aujourd'hui privée de ses droits fondamentaux, sans possibilité de se faire entendre à court délai. Il y a maintenant 2 autres questions qui m'apparaissent fondamentales d'adresser brièvement. La première a trait à la situation des victimes palestiniennes devant la Cour pénale internationale. Je suis l'un des 12 avocats qui, dans le monde, a l'honneur aujourd'hui de représenter des victimes palestiniennes devant la Cour pénale internationale en tant qu'avocat au barreau de la Cour. Nous avons tous, juges, procureurs, avocats, fait l'objet de mesures d'intimidation afin de bloquer des procédures qui ont été initiées bien trop tardivement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'État d'Israël qui cherche par tout moyen à empêcher que la Cour exerce sa juridiction. Nous sommes aujourd'hui devant la chambre préliminaire, présidée par un juge français qui fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis, du fait de sa seule présidence de cette affaire, en train de répondre à des arguties juridiques soulevées par l'État d'Israël pour retarder la mise en œuvre et le déploiement de cette procédure. Comme vous le savez, le procureur a dû s'écarter de ses fonctions. J'ai eu la chance d'exercer brièvement au bureau du procureur de la Cour pénale internationale en 2010 et 2011. J'ai eu la chance, pendant cette expérience, de participer à l'accueil d'une délégation de l'autorité palestinienne qui déjà demandait justice, qui déjà demandait à la Cour pénale internationale d'intervenir. C'était en 2010. Il a fallu 11 ans à la Cour pénale internationale, 12 pour être plus précis, pour ouvrir une enquête sur cette situation. Et il lui a fallu 2 ans supplémentaires et les drames qui ont suivi le 7 octobre pour engager des mandats d'arrêt contre ceux qu'elle considérait être les principaux responsables. Les victimes actuelles ont un rôle marginal à la procédure, malgré les efforts faits par les magistrats pour leur permettre d'y accéder, de sorte que Israël et les autorités israéliennes, qui ne sont pourtant pas parties au statut de Rome, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas théoriquement de droit à opposer au sein de cette institution internationale, ont plus
de place ont un rôle plus important que les victimes à ces procédures. Malgré cela, nous avons demandé et nous demandons fermement que la Cour pénale internationale cesse de se penser comme une institution politique, cesse de vouloir intervenir dans des procédures à des fins de politisation, qu'il s'agisse de cette procédure ou d'autres, et cesse à cette fin d'avoir une stratégie d'enquête qui ne fasse que viser des responsables politiques qu'elle considère être de haut niveau, sans aller chercher les responsabilités factuelles des crimes qui sont commis au sein des administrations, au sein des appareils militaires qui commettent ces crimes-là, qu'il s'agisse évidemment des autorités étatiques ou des oppositions et des rebelles ou des groupes terroristes qui agissent sur ce territoire. Et cela me permet de faire le lien avec une deuxième affaire qui est l'affaire qui est menée au Sénégal, la question sénégalaise, la question des violences politiques qui ont été commises par le régime précédent, qui ont amené à la mort de 60 manifestants, tués lors de manifestants, afin de réprimer un mouvement populaire avec l'assistance de la France, qui n'a finalement pas pu être inhibé et qui a amené un changement de régime politique, qui a amené à une alternance politique en mars de l'année dernière. Nous sommes dans une situation où, quasiment 2 ans après, aucun travail de lutte contre l'impunité n'a été mené. Le bureau du procureur de la CPI est paralysé, malgré les moyens extraordinaires qui sont les siens, ne répond plus de façon générale, et pas seulement dans cette affaire, aux sollicitations de la société civile, ne répond plus aux sollicitations des victimes qui demandent que justice soit faite et qu'à défaut d'action des juridictions nationales, au titre de la complémentarité, ils interviennent pour faire poursuivre les responsables étatiques qui ont commis ces crimes, qu'il s'agisse de responsables français ou étrangers. Et je veux faire passer un message aussi aux autorités sénégalaises qui ont la possibilité d'intervenir auprès du bureau du procureur pour activer ces procédures. Elles ne peuvent pas prendre prétexte de ce que peut-être un jour des procédures interviendront au Sénégal, pas si longtemps après, pour freiner la lutte contre l'impunité qui doit intervenir non seulement au sommet de l'État, non seulement auprès des plus hauts dirigeants politiques, mais également et peut-être surtout et avant tout auprès de ceux qui ont organisé et exécuté les plans criminels qui étaient dirigés à l'époque par M. Macky Sall et ses dirigeants. Je représente de nombreuses victimes sénégalaises qui sont en attente depuis trop longtemps de considérations et de procédures qui permettent de faire justice et vérité sur la mort de personnes dont la plupart étaient mineures au moment des faits et qui ont aujourd'hui manqué d'avoir réponse à leur demande. Il n'y a au Sénégal qu'une autorité politique légitime qui a la force suffisante pour exiger que cette justice soit faite. Et celle-ci est aujourd'hui Premier ministre. Il s'agit d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko et Ousmane Sonko seul peut s'assurer que justice soit faite et que les résistances qui lui sont opposées au sein de l'appareil politique, à la fois pour ses projets politiques et à la fois pour cette lutte contre l'impunité, soient enfin débloquées. Et j'en appelle solennellement à lui, après avoir tenu silence trop longtemps, pour lui demander d'intervenir en ce sens et de faire cesser cette construction d'une impunité dont se gargarisent les élites bourgeoises de Dakar qui ont cherché jusqu'au dernier moment à éviter le changement et qui aujourd'hui encore tentent d'entraver le respect des volontés populaires du peuple sénégalais qui, à travers sa mobilisation massive et son sacrifice, ont cherché à obtenir évidemment un changement de régime politique, économique et judiciaire. Je finirai sur un point important. Ce sont peut-être mes derniers mots aujourd'hui en tant qu'avocat du barreau de Paris, pour une raison très simple. Le ministre de la Justice, aujourd'hui en fonction, alors ministre de l'Intérieur, aux côtés des plus hautes autorités judiciaires du pays, a demandé ma radiation, dans le cadre d'une audience qui se tiendra demain à 9h30 au barreau de Paris. Cette demande de radiation repose sur 4 motifs, plus futiles les uns que les autres, et s'inscrit dans une longue stratégie de harcèlement du fait de mon action en tant qu'avocat, auquel le barreau de Paris a failli à s'opposer. Il m'est reproché d'avoir utilisé une enveloppe noire dans mes correspondances avec un procureur, ce qui, selon le barreau de Paris et le procureur général, suggérerait, je cite, une approche hostile et inquiétante. Ce qui me vaut une poursuite disciplinaire. Je rappelle qu'il y a 38 000 avocats inscrits au barreau de Paris et qu'il n'y a que 100 procédures disciplinaires par an qui normalement sont précédées de poursuites déontologiques. On me fait poursuivre sur ce motif futile, ainsi que pour avoir fait poursuivre à raison un procureur pour un faux dont la réalité et la vérité a été établie. Ainsi que pour avoir commis des écritures devant le Conseil d'État en défense de M. Kémy Séba, qui rappelait que la procédure qui le visait, de retrait de nationalité, qui n'avait pas été appliquée depuis 50 ans, qui ressuscitait
une disposition adoptée par le signataire des accords de Munich, M. Daladier, qui le visait alors qu'il était français, né en France de parents français, et qui a permis à cet homme, coupable seulement de s'être opposé à la guerre au Niger que prévoyait alors M. Macron, de s'être opposé depuis plus de 20 ans aux politiques néocoloniales que nous adoptons sur le continent africain, coupable seulement de délits d'opinion, qui s'est vu retirer sa nationalité sur le fondement de cette disposition. Et parce que j'ai rappelé dans mes observations, en réponse au Conseil d'État, à cette initiative prise par l'alors ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, j'ai rappelé l'ancrage colonial de ces dispositions et la persistance de comportements inacceptables dans notre pays qui insécurisent l'ensemble de nos concitoyens et qui visent là encore à intimider des personnes du simple fait de leur libre exercice de leurs opinions. Je fais l'objet, à la demande de M. Darmanin, directement, aujourd'hui ministre de la Justice, de cette procédure de radiation. 15 confrères du monde entier m'ayant accompagné dans l'ensemble de mes luttes, dirigés par Nathalie Carrère, accompagnée de Luc Brossolet et de Frédéric Bello, seront présents demain pour s'opposer à ce qu'ils considèrent être une mesure de persécution inacceptable qui vient suivre une série de procédures enclenchées depuis l'avènement du pouvoir en place dans ce but de m'intimider et de me faire taire. Et je tiens à rappeler ici qu'ayant fait l'objet d'un compromat en avril 2021, c'est-à-dire il y a 4 ans et demi, dont il est désormais acquis, cela a été révélé par Off Investigation, que cela fait 18 mois que le parquet de Paris a établi que j'étais innocent et qu'un réquisitoire définitif au fin de non-lieu a été rédigé. Cela fait 18 mois que le parquet de Paris retient cette décision et refuse de la rendre pour maintenir ce stigmate à mon égard. Pour être respectable, pour être respecté, il faut être respectable. Lorsque le comportement de Paris, de façon grossière, et en particulier sa section P20, dirigée par Grégory Veil, se comporte de cette façon, dans le seul but d'intimider et d'éteindre la parole d'un opposant et d'un acteur à la fois politique et juridique dans le cadre d'une affaire qui nécessairement affecte l'exercice par mes clients de leurs droits, la perception qui va être donnée de ce qu'ils sont, de celui qui les défend et en conséquence de leur crédibilité. Instrumentalise ses pouvoirs discrétionnaires pour volontairement bloquer une procédure qui n'aurait jamais dû être ouverte. On ne peut pas s'étonner des reproches qui sont faits de politisation, de manque d'indépendance de la part d'autres acteurs à l'égard de cette institution qui se déshonore en instrumentalisant l'une des questions les plus essentielles de notre société, qui se déshonore, je le dis, et qui commet des forfaitures qui pourraient faire l'objet de poursuites pénales. Plusieurs personnes ayant participé à ces procédures font déjà l'objet d'informations judiciaires. Je n'en ai jamais parlé jusqu'ici, par respect du secret d'instruction et de l'enquête. Mais si cette situation se prolonge, si des inégalités continuent à être commises dans le seul but de complaire au pouvoir politique, dans le seul but d'interférer dans le débat public et dans les procédures judiciaires, nous procéderons à la révélation de l'ensemble des inégalités qui ont été commises par ces magistrats et ces membres des forces de l'ordre qui ont amené à des affaires qui seront jugées et pour lesquelles ils seront condamnés et qui feront remonter des responsabilités à un très haut niveau de la chaîne judiciaire et policière. Nous sommes dans une situation où, à mon sens, de façon générale, le parquet de Paris est en roue libre. La section J3, dirigée par Johanna Brousse, qui s'est largement médiatisée, ce qui déjà pose question. Je ne suis pas sûr que les procureurs de la République aient vocation à faire l'objet de portraits en une ou en quatrième de couverture de médias nationaux pour se vanter de leur action sur des affaires qui ne sont pas même aujourd'hui jugées. La section J3 du parquet, qui est celle qui s'occupe de l'affaire Shiny Hunters, mais qui est celle aussi qui a fait arrêter Pavel Durov et qui a menacé Elon Musk de poursuites pénales, ainsi que des personnes qui travaillent pour X, doit faire attention à la tentation de l'hubris, à la tentation d'un pouvoir judiciaire qui s'autonomiserait de tout contrôle démocratique et citoyen et des excès auxquels cela peut mener. Les autres sections du parquet de Paris, qu'il s'agisse de P20, d'AC2 ou d'autres, devraient faire attention à la tentation qui consiste, pour des enjeux de carrière, de se compromettre, de commettre des actes illégaux contre des citoyens, contre des opposants, contre des responsables politiques, dans le seul espoir de complaire à un pouvoir qui aujourd'hui manque de légitimité démocratique et qui menace de faire tomber certains des principes les plus fondamentaux de notre pays. Je conclurai sur ce point et sur, encore une fois, les dangers que présentent à mon sens les différentes affaires que je vous ai exposées et les inquiétudes
qu'elle m'amène à nourrir quant à la situation de notre pays et à l'état de droit, et je serai heureux de répondre aux questions que vous aurez à poser sur l'une quelconque de ces procédures. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus, aller un petit peu plus dans le détail sur les informations judiciaires qui, enfin, j'ai compris que vous ne vouliez pas les révéler aujourd'hui, hein, mais disons des forces de l'ordre, des magistrats, c'est pas... Je vais peut-être parler de celle qui a déjà été rendue publique. Elle vise celle qui était conseillère justice de l'Élysée, Hélène Davot, qui a été promue, après son exercice à l'Élysée, à la présidence de la Cour d'appel de Bastia, alors même qu'elle n'en avait pas la capacité en termes de carrière, ce qui a amené à une dénonciation par l'ensemble des syndicats de la magistrature à l'égard des conditions de cette nomination. Madame Hélène Davot, cela a été révélé par des confrères du Parisien, M. Decugis, M. Le Plongeon, alors au point, et Mme Pauline Guénat, dans leur livre Ministère de la Justice, a été informé d'éléments de la procédure qui me visaient, couverts par le secret d'instruction, en amont même des décisions qui étaient adoptées par un juge d'instruction supposément indépendant. Elle est très clairement celle qui, en violation répétée du secret de l'instruction et du secret de l'enquête, a cherché à influencer le devenir de cette procédure et à la faire exister au-delà de toute raison, dans un seul but politique. Elle était la source de ces journalistes qui ont été ceux qui ont rendu publique l'existence de cette affaire moins de 24 heures après qu'elle ait été enclenchée d'initiative par le parquet de Paris et contre la volonté des personnes concernées. Cet exemple n'est qu'un parmi 4 informations judiciaires qui sont actuellement ouvertes contre des personnes qui ont participé à cette procédure, dont une de ces informations judiciaires a été ouverte à l'initiative d'un des parquets connexes du parquet de Paris, c'est-à-dire que des procureurs eux-mêmes ont considéré que des actes illégaux avaient été commis par des membres de l'institution judiciaire dans le but que l'on imagine. On est face à un scandale démocratique potentiel qui inquiète au plus haut niveau de ce fait et qui explique en grande partie la rétention et la manipulation dont elle fait l'objet de façon récurrente depuis 4 ans et demi. Cette affaire est un scandale sur lequel je me retiens à ce stade, parce que je souhaite que toute vérité soit faite, mais dans l'ordre et de façon à ne pas imiter les méthodes de ceux auxquels on s'oppose. Contrairement à ce qui était dit, je n'ai jamais, pour ma part, je ne me suis jamais prêté à ce genre de manœuvre, et il n'y a pas l'un de vos confrères qui pourra, par exemple, prétendre que j'ai, d'une façon ou d'une autre, fait fuiter un quelconque élément d'une instruction couverte par le secret ou par l'instruction, ce qui pourtant est une pratique courante, que ce soit de la part de parquets, d'officiers de police judiciaire ou de membres du barreau de Paris. Je souhaiterais rajouter un point important que j'ai oublié sur l'affaire Shiny Hunter. Pas important, fondamental. J'ai découvert à travers cette affaire un élément cardinal qui devrait tous nous inquiéter. Car si la dérive politique à laquelle nous sommes aujourd'hui exposés pourrait sembler inquiétante, elle n'est rien face à ses conséquences. Et l'une d'entre elles, particulièrement grave, est la gangrène. La gangrène, je dis bien la gangrène, à laquelle fait face l'État à l'égard d'institutions mafieuses. Ces jeunes hackers, vous l'avez compris, n'agissaient pas dans un but d'obtenir des gains économiques. Ce sont des gens qui cherchaient à s'occuper, à essayer de rompre avec une existence qui pouvait être sordide du fait de leurs conditions mentales et psychiques. Nous sommes aujourd'hui, vous le savez, nous le savons tous, face à une montée en puissance très importante d'un certain nombre d'organisations mafieuses qui font régulièrement les titres, dont l'une qui est appelée DZ Mafia. Ce sont des organisations mafieuses qui prospèrent sur le trafic de stupéfiants, qui proviennent très majoritairement d'Amérique latine pour les drogues les plus dures et du Maroc par ailleurs, avec lesquelles nous avons rétabli des relations dans des conditions qui m'apparaissent aberrantes de ce fait. Ce sont des organisations qui aujourd'hui, je l'ai découvert, ont des relais au sein de la magistrature, au sein de la police et au sein de cabinets de confrères, et qui obtiennent de façon régulière des éléments couverts par le secret d'instruction, par le secret de l'enquête, qui les ont parfois avant même le magistrat concerné, et qui en font usage pour intimider non seulement des parties à des procédures, mais également des enquêteurs, mais également des magistrats. J'ai eu, dans cette affaire, à découvrir et à recevoir, par exemple, aux fins d'intimidation, la fiche TAGE de mon client, qui n'est consultable, TAGE, donc traitement des antécédents judiciaires, qui n'est consultable que par des officiers de police judiciaire ou par des magistrats. Et cela m'a été envoyé de façon à me faire savoir, de la part de ces acteurs mafieux, qu'ils disposaient d'un accès direct au sein de l'institution judiciaire
à ce qui se déroulait. Des membres de la famille de mon client ont reçu des éléments de procédure dans les jours et parfois dans les heures qui ont suivi leur mise en œuvre, qu'il s'agisse de déclarations en cadre de garde à vue ou d'instructions judiciaires, qui ne pouvaient que provenir de magistrats ou d'officiers de police judiciaire, car les avocats n'y avaient pas accès eux-mêmes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, des personnes dont les éléments que j'ai, qui me permettent d'être à peu près sûr de leur identité, ne dépassent pas les 23 ans, sont à la tête de réseaux mafieux qui leur permettent de mettre en œuvre des corruptions de magistrats, d'officiers de police judiciaire, des tentatives d'enlèvement. Ça a été le cas de l'un de mes clients, qui à 2 reprises s'est vu envoyer des équipes afin de l'enlever sur place. Pourquoi ? Parce que ces entités mafieuses cherchaient à en faire la poule aux œufs d'or. Parce que ces entités mafieuses ont compris que le risque qu'ils prenaient en procédant à des trafics de stupéfiants était infiniment plus grand et grave que ceux qui les amenaient, à travers l'instrumentalisation de jeunes autistes manipulables à souhait, à engranger des millions à travers leur talent et à travers la tentative d'escroquerie d'un certain nombre de grandes entreprises. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet de 2 choses de la part de J3, de cette section du parquet dirigée par Mme Brousse. La première, c'est qu'elle ne s'y intéresse pas. C'est qu'elle ne s'intéresse pas aux enjeux de sécurité intérieure auxquels sont confrontés les citoyens français, les autorités publiques françaises. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ces réseaux mafieux, ces têtes de pont, ces gens qui, à peine âgés de 23-24 ans, parce qu'ils sont des sauvages, parce qu'en fait, ils ont perdu toute limite dans l'exercice de la raison et qui sont capables, malgré leur QI inférieur à la moyenne très largement, de faire tuer des gens en allant chercher des mineurs et en leur donnant 10, 20 000 euros et en créant des dispositifs et des stratagèmes qui ont été déployés dans un certain nombre de livres, et dont notamment un livre sur la DZ-Mafia de M. de Cugis, qui sont capables, par ce règne de la terreur, de faire commettre des illégalités et de s'asseoir sur des empires de millions d'euros en bénéficiant de la mansuétude d'autorités algériennes, marocaines, qui les accueillent et qui parfois les protègent. Au lieu d'aller chercher ces responsabilités, ils se contentent de faire arrêter des personnes qui sont victimes. Mon client, l'un de mes clients par exemple, a été arrêté parce qu'il était allé se rendre à la police pour dénoncer le fait qu'il faisait l'objet d'intimidation, d'oppression et de tentatives d'enlèvement pour lesquelles 5 personnes sont aujourd'hui en détention provisoire. Et c'est sur ce motif qu'on l'a arrêté pour complaire au FBI, alors qu'il cherchait à retrouver de la protection de l'État et essayer de retrouver une vie normale, alors qu'on le forçait à commettre des illégalités. L'absence d'instruments de la part de l'État, d'une part, pour essayer de combattre ces activités criminelles, sa pénétration de l'intérieur particulièrement inquiétante, qui fait que, selon les informations que j'ai, des confrères eux-mêmes ont dû céder à des pressions qui leur ont été infligées dans le cadre de ces procédures, pour ne pas aller au bout des démarches auxquelles ils procédaient, devrait être le sujet d'inquiétude premier. Or, la violation du secret de l'enquête et de l'instruction est devenue une forme de rituel parfaitement accepté par le procureur de la République de Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'enquêtes qui sont commises, y compris dans le cadre d'actes de cet ordre-là, y compris dans le cadre d'instrumentalisation flagrante. De sorte que en profitent ces acteurs criminels, se normalisent des comportements et se banalisent des comportements qui ne devraient pas l'être, et progressivement tombent dans ces pièges des individus qui sont censés servir la loi. La deuxième inquiétude que j'ai par rapport à J3 et son approche de ces affaires, elle est peut-être d'ordre plus stratégique. La plupart des infractions qui sont commises par les personnes qui sont aujourd'hui poursuivies exposent les données de citoyens français par millions. On sait notamment que les pratiques qui ont été mises en œuvre par le groupe Shiny Hunters et ceux qui s'y sont rattachés utilisaient une faille dans un logiciel qui s'appelle Salesforce, qui permettait en fait d'agréger des bases de données clients. C'est ce qui permet d'avoir des millions de données personnelles, numéros de téléphone, email et ainsi de suite, qui circulent dans l'espace public et parfois, comme c'était le cas dans l'affaire Free, de données bancaires. Cela permet ensuite à des acteurs criminels de plus bas niveau, y compris ces acteurs mafieux, de diversifier leurs activités pour escroquer individuellement les personnes les plus vulnérables, des personnes âgées qui ont peu de réflexes de protection et qui parfois reçoivent des appels de personnes qui sont passées pour des conseillers bancaires et en quelques actions finissent par se faire siphonner l'ensemble de leurs données. Ce sont des millions de personnes qui sont victimes de ces agissements. Le nombre de hackers disponibles pour procéder à ces actes, qui sont le plus souvent dirigés de l'étranger et servent des mafias étrangères, est quasiment infini. Le nombre de brillants adolescents autistes qui, à un moment donné,
peuvent être saisis par ces instances est renouvelable sans difficulté. Au lieu de cibler ces individus et de s'offrir des pseudo-succès faciles, en s'attaquant par exemple au forum Bridge Forum, qui a déjà été recréé 3 fois depuis qu'il a été saisi, il apparaîtrait utile au parquet de Paris et aux autorités enquêtrices de s'attaquer aux entreprises qui, de façon volontaire, ne financent pas des services de cybersécurité suffisantes pour protéger ces données. Car la plupart de ces failles sont d'une facilité déconcertante à découvrir. Lorsque Free expose les données bancaires de millions de citoyens français, il y a une responsabilité pénale à aller chercher de la part de M. Xavier Niel, qui volontairement n'a pas investi de façon suffisante dans la protection de ces données-là, qui devrait faire l'objet à minima d'une enquête pénale pour s'assurer si celui-ci n'a pas cherché à faire des économies, parce qu'il sait parfaitement qu'en toutes circonstances, ses intérêts ne seront pas atteints. Ce sera au pire celui de ses clients dont il peut n'avoir rien à faire. Et la plupart des escroqueries et des affaires dont il est objet aujourd'hui sont le fruit justement d'attaques qui atteignent aux intérêts des citoyens français et non aux intérêts de ces grandes entreprises qui restent préservées et qui ont même le culot de se constituer partie civile, comme c'était le cas dans cette procédure. Et donc il y a là un vrai problème d'appréciation, j'allais dire d'intelligence, de cette question qu'il m'apparaît nécessaire de traiter. Et donc sur la question de la dérive mafieuse, je finirai là-dessus, il faut que l'on se rende compte que la déliquescence politique à laquelle on est confronté, les effets de manche de M. Darmanin qui pense ou fait croire qu'en ouvrant une prison dans un endroit en particulier qui ne viserait que les têtes de réseau, ces hydres vont s'abattre alors que ce sont des enjeux structurels d'incapacité à contrôler les frontières, d'incapacité à mettre des contraintes aux États dont 25% du PIB dépend du trafic des stupéfiants, je pense au Royaume du Maroc aujourd'hui, qui, en amont, les grandes entreprises comme CGA, CGM, qui ne font pas l'objet d'enquêtes pénales lorsqu'elles laissent passer des tonnes et des tonnes de stupéfiants dans leurs bateaux, qui ne font pas l'objet de responsabilité pénale parce qu'on n'a pas un arsenal législatif qui va encore une fois chercher la responsabilité des acteurs économiques et qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre en place des mesures de contrôle effectives qui ensuite permettraient d'éviter d'irriguer le territoire de trafic de stupéfiants de la sorte. On laisse naître des monstres qui aujourd'hui sont arrivés à un stade où, comme je vous le disais, l'institution judiciaire et policière sont touchées et qui demain finira peut-être de boucler la boucle et de nous transformer en narco-État ou en État mafieux pour peu qu'ils commencent à vouloir jouer un rôle électoral, pour peu qu'ils cherchent à jouer un rôle politique en achetant des décideurs, des législateurs, en finançant leur campagne, comme cela se fait dans tant d'autres pays. Et donc, je crois que cela se fait déjà à l'échelle locale en France, notamment dans le Sud. Oui. Il était rapporté notamment dans la presse britannique que le collectif Lapsus et Hunter ont été notamment commissionnés par le Kremlin pour certaines de leurs actions. Est-ce que dans les hydres que vous mentionnez, c'est quelque chose que... À ma connaissance, la Russie a une politique d'acquisition de ce qu'on appelle des failles Zero Days. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment leur service en propre. La Russie fonctionne, de ma connaissance du dossier, et je pense qu'elle est assez fine, avec 3 instruments. Elle fonctionne tout d'abord, évidemment, avec leur service de renseignement en propre, et notamment GRU, qui a les entités dont on a pu parler à plusieurs reprises, sauf erreur AT42 et quelques autres, qui agissent dans des opérations diverses offensives à l'étranger. Elle agit ensuite avec un grand vivier de forces intermédiaires, d'acteurs privés, qui se voient offrir une forme d'impunité en échange de services qui sont rendus aux services de sécurité russes pour les aider à cibler un certain nombre d'entités ou d'individus à l'étranger ou sur le territoire. Et elle fonctionne enfin avec un marché particulièrement développé d'achat et de vente, notamment de failles, qui n'ont pas encore été... Les failles Zero Day, ce sont des failles qui n'ont pas encore été rendues publiques et qui, du coup, n'ont pas pu être corrigées par les constructeurs, Microsoft, Apple et ainsi de suite, et qui peuvent être achetées jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les plus précieuses, en réalité, le plus souvent un peu moins. Et donc, ce sont des acteurs qui sont très présents en prospection pour aller chercher des personnes qu'ils considèrent comme des clients et qu'ils ne mettent pas sous leur botte. En ce qui concerne Shiny Hunter, Scattered et Lapsus, je n'ai pas une connaissance exhaustive de leurs activités parce que celle qui nous concerne principalement a trait à Shiny Hunters. Et aujourd'hui, au dossier, aucun élément ne rattache ni directement ni indirectement ces acteurs à la Russie. Il n'y a d'ailleurs aucune charge pour ingérence ou qui aurait trait à des infractions politiques. Ce sont simplement ce qu'on appelle des infractions stade. Et
et des infractions qui ont trait à l'escroquerie en bande organisée. Il s'agit de l'affaire Jaguar Land Rover ici. Et donc sur l'affaire Jaguar Land Rover, à ma connaissance, donc, qui serait le fruit de la connexion de ces trois groupes, il s'agirait, de ce que j'en sais à ce jour, d'une tentative d'escroquerie qui a échoué. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'aurait pas été menée à son terme, pour des raisons techniques ou autres, mais que l'intentionnalité initiale était avant tout d'obtenir des fonds du fait de cette action. Évidemment, je n'ai pas accès au dossier de l'enquête qui est mené au Royaume-Uni, et si je l'avais, probablement je n'en parlerais pas, mais ça fait partie en vérité d'une des méthodes différentes qui ont été appliquées peu après l'arrestation des acteurs français fin juin, parce que, à ma connaissance, ce piratage a eu lieu fin juillet ou début août, qui a paralysé une partie de la production de Jaguar au Royaume-Uni, et qui, encore une fois, démontre qu'il y a là des inculpations qui ont été mises en œuvre, sinon à tort, du moins sur des fondements qui étaient erronés à l'égard des citoyens français qui se voyaient attribuer les actions de Shiny Hunter. L'absence de revendication, de demande apparemment à l'égard de Jaguar de rémunération pose question, mais elle ne semble pas du tout, de ce que j'en sais, liée à une tentative d'ingérence qui proviendrait des Russes, évidemment à ce stade, et de ce que j'en sais aujourd'hui. Mais ce que je sais et ce que je vois, c'est que je parle aujourd'hui des arrestations en France, mais si vous étendez la question, et si vous étendez y compris aux actions menées par les forces de l'ordre et les autorités judiciaires du Royaume-Uni, elles ont été visiblement sans effet sur l'action de ces groupes. Ça devrait poser question parce qu'il y a quand même une supputation qui m'apparaît sérieuse. Au Royaume-Uni, contrairement à la France, il semblerait qu'il y ait un débat démocratique un peu plus vivant et qu'on se concentre sur des questions sérieuses et pas forcément sur la comédie politique quotidienne. Il y a un vrai débat démocratique, et y compris politique, autour de ce qui s'est passé autour de Jaguar. C'est-à-dire que ça fait l'objet de débats parlementaires, de polémiques importantes, et ainsi de suite. Il est fort possible qu'une partie des actions qui ont été menées par les forces de l'ordre, et j'ai des bonnes raisons de le croire, au Royaume-Uni, ne l'ait été que pour calmer l'opinion publique, que pour faire croire que quelque chose était fait, et que l'on soit allé chercher des suspects qui n'avaient rien à voir avec les faits spécifiques relatifs à Jaguar. Je ne veux pas parler d'un lien éventuel passé avec Scattered Spiders ou Lapsus. J'ai des éléments suffisamment solides pour croire que tout cela n'est qu'une instrumentalisation du judiciaire à des fins politiques de la part d'un gouvernement qui se voit reprocher son impuissance et son incapacité. Et on le voit notamment sur la question de Shiny Hunters et sur le fait que les Français se rendent complices de ce genre d'action. Il était reproché à mon client et aux personnes qui étaient arrêtées d'être les principaux administrateurs de Bridge Forum, qui est le forum dans lequel s'échangeaient, se vendaient et s'achetaient ces failles dont on parlait. Ce forum a été réactivé quelques jours après leur arrestation. Il a été saisi par le FBI, il a été rouvert. Des données des entreprises qui étaient supposément hackées par les personnes qui ont été arrêtées ont été mises en vente postérieurement à leur arrestation. Tout ça alors que l'on sait que les personnes qui sont aujourd'hui détenues n'avaient pas accès à ces infrastructures et n'étaient pas en mesure d'agir. Comment l'expliquer et comment cela se fait que l'autorité judiciaire ne s'explique pas à ce sujet et continue à entretenir la fable qu'elle aurait réussi à arrêter les principaux responsables? Quand je me prononce de cette façon, je ne le fais pas seulement en avocat des personnes en question. Je me prononce aussi en tant que citoyen inquiet de ce que l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire se fasse au détriment d'un débat public sain et qu'on vous présente comme réglés des problèmes qui ne sont absolument pas. Oui. Jean-Maître, est-il possible après de faire de l'entretien individuel? Non, je peux répondre ici à toutes les questions que vous le souhaitez, mais une fois que cela sera fait, on ne pourra pas aller au-delà. Donc si vous avez des questions, par contre, je serais ravi d'y répondre. Peut-être dans l'ordre... Enfin, allez-y, sauf si vous... Vous dites que l'FBI, il y a aussi le Louis Vuitton, donc Bernard Arnault. Quel est leur lien entre les deux sur cette deuxième affaire? Entre eux, pardon? Entre le FBI et justement Bernard Arnault sur cette deuxième affaire de hacking. Donc on a le FBI qui ouvre une procédure dont elle demande à la France de l'exécuter. Donc la France fait mine d'ouvrir une procédure française, autonome, et qui aurait été à l'initiative de la France. Et pour ce faire, elle va prendre appui de façon prétextuelle sur des piratages qui auraient ciblé des entreprises strictement françaises, en l'occurrence Accor, Kering et LVMH. Cela n'a pour vocation que de couvrir la demande du FBI et prétendre qu'il y aurait des faits qui sont autonomes des poursuites qui sont faites aux États-Unis pour une raison très simple. Aucun citoyen français ne peut être extradé
C'est un principe républicain qui est adopté depuis toujours. Et donc les poursuites qu'entend mener le FBI aux États-Unis contre des citoyens français ne pourront pas être menées à leur terme. Donc en fait, on crée artificiellement une procédure, on attribue artificiellement des actes à des individus qui ne les ont pas commis. Je vais vous donner un exemple. Sur le piratage, d'accord. On a un individu qui est arrêté à un instant T et qui reconnaît être le seul et unique auteur de ce piratage. D'accord ? Il donne une foule de détails qui montrent qu'il n'y a aucun doute quant au fait qu'il soit sincère ou qu'il cherche à protéger qui que ce soit. Il explique même qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé, il donne des détails, et ainsi de suite. Eh bien, on fait quand même arrêter, parmi les motifs d'arrestation de juin, des 4 nouveaux Français qui se font arrêter, et depuis à nouveau en septembre, on fait arrêter des gens sur le fondement de ce piratage. D'accord. Dans le seul but, en fait, de renforcer artificiellement un dossier qui permette au juge de contrôle théorique, le juge des libertés de détention, la chambre d'instruction, de maintenir en détention ces individus pour donner l'impression que quelque chose est fait, alors que l'on sait que ces gens ne pourront pas être incriminés. Quand on est face à des manœuvres de cet ordre-là, la question, encore une fois, se pose non seulement par rapport au droit de la défense et au respect des principes de l'état de droit, mais aussi par rapport à la manipulation qui est faite de l'institution judiciaire, de l'espace public. Et donc LVMH vient se greffer de façon évidemment particulièrement hypocrite à ce dossier, parce qu'ils ont accepté de payer. Parce qu'ils ont accepté de payer pour éviter que le scandale se développe et qu'en même temps, ils cherchent en fait, à travers cette procédure judiciaire dont ils ont révélé que tardivement qu'elle avait exposé les données de leurs clients, à se couvrir de toute responsabilité pénale en s'instituant en partie civile, c'est-à-dire en se présentant en victime et donc ne pouvant faire l'objet de poursuites éventuelles parce qu'ils n'auraient pas mis en œuvre les mesures de sécurité suffisantes pour protéger leurs clients à des fins évidemment de bénéfices économiques. J'ai pas mal de questions du coup. Sur Brigitte Macron. Oui. Éric Dupond-Moretti a parlé d'affaires d'État. Est-ce une réalité? Est-ce que c'est vraiment cette affaire parler d'affaires d'État et puis est-ce que je crois que vous serez fin octobre au tribunal sur cette affaire. Si on m'en empêche pas. Quelle est la différence entre cette affaire que vous allez plaider fin octobre et celle de Madame Roy et Madame Ray qui s'est déroulée il y a quelques mois de cela? Madame Roy et Ray ont été jugées sur la diffamation, c'est-à-dire sur la vérité ou la bonne foi de leurs actions. D'accord ? Et il a été jugé qu'elles étaient innocentes des faits de diffamation qu'elles avaient commis et que donc elles avaient en droit la possibilité de faire ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire avoir les affirmations qui étaient les leurs. La diffamation et de façon générale le droit de la presse font l'objet de règles spécifiques. Ce n'est pas du contentieux pénal de droit commun, pour une raison très simple. On cherche à protéger avant tout les citoyens de l'arbitraire et d'abus de pouvoir de la part des puissants qui chercheraient à utiliser leur influence sur l'institution judiciaire pour éteindre notre capacité à délibérer, à débattre, parce que si on éteint notre capacité à délibérer, à débattre, c'est la nature même de notre régime qui est remise en question. La loi sur le cyberharcèlement adoptée par Marlène Schiappa en 2018 permet d'éviter toutes ces contraintes, c'est-à-dire qu'elle permet d'éviter le débat sur la vérité ou la bonne foi. De sorte que ne se posera pas la question, le 27 et le 28, de la vérité ou non des allégations qui ont été énoncées par toute une série de personnes. Se posera la question de si les écrits des personnes accusées, donc des 10 personnes qui ont fait l'objet d'arrestation, et peut-être de Xavier Poussard, le 11e, dont on ne sait pas à ce jour s'il sera jugé les 27 ou 28 ou plus tard, qui est mis en cause, mais dont l'affaire a été séparée et dont ils hésitent à la joindre, si les écrits de ces personnes ont eu pour objet ou effet de nuire à Mme Macron. Donc il faut, pour l'établir, établir un dommage qu'aurait subi Mme Macron. Or, Mme Macron, elle le dit elle-même, elle n'a pas lu les écrits des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été, je dirais, raflées au hasard. Parce que c'est ça ce qui s'est passé. On a mobilisé des forces de police sur tout le territoire pour arrêter au hasard 11 citoyens pour intimider le reste des Français. Mme Macron a admis ne pas avoir lu ces tweets. Mme Macron a refusé de faire l'objet de ce qu'on appelle un examen par les UMJ, par l'unité médico-judiciaire, qui permettent d'établir un ITT, une interruption de travail, qui est un dispositif qui est utilisé pour la justice pour savoir si quelqu'un a souffert d'une action qui serait délictueuse. Et donc on peut vous mettre entre 0 jours et 45 jours. En refusant de le faire, Mme Macron se prive d'un moyen d'accusation qui consiste à dire que les tweets auraient eu un effet sur elle. En disant qu'elle ne les a pas lus, ça devient compliqué pour elle de prétendre qu'ils ont eu un quelconque effet sur elle, si ce n'est indirect. Ce que la jurisprudence pourrait adopter, mais ce serait une dérive importante. Et donc, il reviendra à l'accusation, à moins qu'entre-temps, Mme Macron se soit faite examiner,
il reviendra à l'accusation de démontrer que les citoyens français avaient pour objet, les actions des citoyens français avaient pour objet de nuire à Mme Macron. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à nuire, il y avait une intention coupable dans leurs écrits. Donc voilà ce que sera l'enjeu les 27 et 28 octobre d'un point de vue du droit strictement pénal. Et voilà ce à quoi devront répondre la juridiction et les auteurs qui sont des tweets qui sont poursuivis et qui sont vus privés de leur liberté. Et vous avez eu un souci au Congo-Kinshasa, je crois. Ouais. Et qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un empoisonnement? Est-ce que c'était une tentative d'assassinat? Vous éclairez? Moi je réponds très brièvement. J'étais allé représenter des victimes au Congo-Kinshasa du conflit qui les oppose au Rwanda. J'ai eu un grave souci de santé qui a amené une hospitalisation en urgence, dont les sources n'ont pas pu être établies malgré d'importants prélèvements et mobilisations de l'appareil d'État au plus haut niveau, du fait des inquiétudes qui a été générées par les symptômes et des soupçons qu'il y avait eu un moment que j'ai pris ou que je me sois fait administrer un produit toxique. Le reste, c'est de la littérature. Vous voyez, on est dans une situation, comme je vous le dis, les procédures qu'on mène ou dont on fait l'objet sont particulièrement sensibles. J'ai fait l'objet d'arrestations, de détentions, d'enlèvements en Mauritanie dans le cadre de mon action au Sénégal qui ont été étayées. Il ne s'agit pas de spéculer et de rentrer en fait dans un discours qui permettrait à l'autorité adverse ou aux adversaires de nous accuser d'avancer sur des terrains sans avoir des éléments qui permettent de l'étayer. J'ai toujours été très attentif à préserver la crédibilité de ma parole et donc à m'en tenir aux faits, et je n'ai pas à ce jour d'autres faits à avancer que celui-là. Et dernière question, excuse-moi. Qu'en est-il de votre candidature présidentielle? Je vois que vous avez créé un mouvement politique. Vous irez jusqu'au bout? Comment ça se passe? Je pense que ça fera l'objet de déclarations dans un autre cadre. J'exerce ici en représentation des intérêts de clients en tant qu'avocat, et je ne souhaite pas produire un mélange de genres qui pourrait m'être reproché ou qui pourrait aller à l'encontre de leurs intérêts, mais on en parlera évidemment dans cet autre cadre sans aucune difficulté. Alors j'avais une question qui était un peu liée, mais alors pour la tourner différemment, là on parle beaucoup de dénonciations qui sont très intéressantes, mais au niveau des possibilités qu'on peut avoir en tant que citoyen, vous prononcez un discours alternatif sur les questions juridiques. Comment est-ce que vos clients pourraient ici bénéficier d'un meilleur traitement juridique dans ces cas précis-là, si demain on avait un autre pouvoir de justice au pouvoir? Puisque ce que j'entends là-dedans, c'est finalement, est-ce que là on se bat contre quelque chose, est-ce que là ce qui pose problème c'est quelque chose de systémique, ou est-ce que ce sont purement oui. des faits juridiques? Là, on rentrerait dans une analyse politique, mais il est très clair qu'on a un problème de système aujourd'hui dans notre rapport à l'état de droit, que ce soit la dépendance des parquets à l'égard du pouvoir politique, des effets de carrière et d'ambition qui peuvent du coup affecter le traitement d'un certain nombre d'institutions. Et je devrais donner une conférence, encore une fois, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que responsable politique ou public, pour vous répondre sur ce point. Je pense que ce n'est pas le lieu de le faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a des confrères qui viennent aussi de médias étrangers, et je ne souhaite pas créer ce mélange des genres aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il est possible qu'il y ait un agenda entre un calendrier entre tentative de radiation et l'affaire Macron, l'affaire Brigitte Macron. Oui, c'est pitoyable parce que nous avons à traiter des affaires d'une importance politique particulièrement lourde. Et le fait que ce soit ces questions qui soient considérées comme sensibles par l'État français et que les services de l'État français, y compris le commandement militaire de l'Élysée, soient mobilisés sur ces questions qui ont trait à l'intimité de nos dirigeants et à leurs intérêts privés et non pas à l'ordre public, qui soient de nature à produire de tels effets dans des procédures qui engagent le devenir de la nation et des citoyens, cela me semble en effet non seulement probable, mais au regard de ce que je sais de cet appareil politique, quasiment certain, et en conséquence, par ailleurs, particulièrement grave et désespérant. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercierai. Oui. Vous voyez votre marche demain, c'est à 14h. Je pense qu'on est à un moment important où le peuple français doit se faire entendre, et j'espère qu'il le fera. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci à vous.